merci de m'avoir invité et merci au public d'être venu éprouver sa propre patience face à ce que je vais raconter. Donc c'est vrai que dans ma carrière universitaire, j'ai beaucoup travaillé la poésie espagnole du XXe, mais plutôt la poésie postérieure des années 70. Néanmoins, la période de la guerre d'Espagne, guerre civile et guerre d'Espagne, les deux, guerre internationale aussi, m'a intéressé. Je traduis la poésie également, j'en écris comme il l'a dit, puis je la traduis. Sur la table au fond, vous aurez un ouvrage que j'ai traduit l'an dernier, j'ai publié l'an dernier, qui est le premier livre du grand poète péruvien César Vallejo, qui a participé culturellement en tout cas à la guerre d'Espagne aussi, puisqu'il est mort en 1938 et il était entre la France et l'Espagne dans cette période-là. Donc au fond vous avez son premier livre, Les héros noirs, les héros H-E-R-A-U-T, les héros, ceux qui annoncent, ici ce sont les héros qui annoncent la mort malheureusement. Et vous avez aussi sur la table, j'ai un petit bouquin qui s'appelle Poèmes insoumis, et je vous en parle parce qu'à l'intérieur il y a deux poèmes que j'ai écrits qui concernent cette période-là. Il y a un poème que j'ai écrit pour une cérémonie qui a eu lieu à Montpellier, où se trouvait un camp de réfugiés espagnols. Les intellectuels étaient placés à Montpellier, quand les autres étaient à Bram. Donc il y a eu une cérémonie à laquelle j'ai participé il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, 3 ans. Et j'ai fait un texte à cette occasion-là qui évoque la République espagnole entre 1931 et 1939, avec en écho aussi la réalité présente. Et puis, j'ai participé également avec un texte à une cérémonie devant un autre camp, un camp de femmes réfugiées espagnoles à Montazel, à côté de Cuiza. Et donc vous avez aussi dans cet ouvrage ce texte-là, qui évoque les prisonnières de Montazel. Voilà, sinon le projet aujourd'hui c'est de parler de la poésie assassinée, enfin la poésie dans les années 36-39, les années de la guerre d'Espagne. Et je dirai un petit mot de Lorca. Je ne vais peut-être pas traîner beaucoup sur Lorca parce que malheureusement, il est mort au début de la guerre, donc il n'a pas pu écrire sur les guerres. J'avais prévu de dire un certain nombre de choses et d'évoquer un certain nombre de poèmes où il évoque l'idée de la mort qui l'obsédait beaucoup. Après essai de lecture de cette conférence, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. Donc je vais me cantonner aux poètes qui ont écrit pendant la période de la guerre. Et il y a des poètes qui évoquent la mort de Lorca, notamment. Par contre, cette partie sur Lorca, je la dirai lors d'une conférence qui m'a été demandée par l'Université populaire de l'Oreguet, dans la Caisse de l'Odearing. Ça sera le 3 octobre au lycée Pierre-Paul Riquet à Castel. Donc je développerai davantage la vision de la mort dans la poésie de Lorca. Donc juillet 1936, le soulèvement de Franco contre la République marque le début de la guerre d'Espagne. Le 19 août, Federico García Lorca est assassiné par des prétendus nationalistes. Sa poésie et son théâtre avaient témoigné de son engagement auprès des humbles. Alors, Antonio Machado, le second poète dont je vais parler, il défend la République et en fuyant les troupes franquistes, comme tout le monde le sait, je pense, il vient mourir à Collioure en 1939. Miguel Hernández, c'est un jeune poète qui fait souffler le vent du peuple, c'est un de ses titres, Viento del Pueblo, y compris dans les tranchées républicaines. Il va dire ses poèmes pour encourager les soldats républicains. Et il meurt dans les prisons franquistes en 1942. Donc j'évoquerai aussi la poésie de Miguel Hernández. Rafael Alberti, par son théâtre et par sa poésie, se met au service de la Révolution. Il est exilé comme tant d'autres à la suite de la victoire franquiste et il ne retrouvera l'Espagne qu'après la mort du dictateur.
Autre poète, Juan Gil Albert, engage aussi sa poésie auprès de l'Espagne populaire qui lutte et qui meurt. Lui, il se réfugie brièvement au Mexique, puis en Argentine, et il revient assez vite en Espagne, il revient en 1947, et il va vivre dans une sorte d'exil intérieur, dans le silence, dans l'ombre. Et puis il y a aussi des poètes latino-américains qui ont vécu, qui ont partagé les luttes et les souffrances et les drames de la guerre d'Espagne. Et j'évoquerai deux des plus célèbres, Pablo Neruda, le Chilien, et César Vallejo, le Péruvien. Tous ces poètes, et bien d'autres, il faudra en énumérer beaucoup, ont participé, ont traité magnifiquement, chacun à leur manière, l'idée de sacrifice et l'idée de mort dans cette période-là. Donc, comme je le disais, Federico García Lorca, qui est né en 1898 et qui est mort en 1936, n'a pas pu écrire sur la guerre puisqu'il est mort tout à fait au début. Il était une des premières victimes des franquistes. Et ce qu'on peut dire, c'est que le pressentiment de la mort ne le quittait pas. Non plus la compassion pour le sort et pour la mort des plus humbles. Donc, j'aurai l'occasion de faire un développement sur cette thématique de la compassion et de l'obsession de la mort chez Lorca cet automne, donc à Castelnaudary. Je vais passer directement à Antonio Machado. Donc, il est un peu plus âgé que García Lorca. Il est né en 1875 et il meurt en 1939. La mort frappe d'abord Antonio Machado à travers la mort de son épouse, de sa jeune épouse, Leonor Izquierdo, qu'il a épousée à Soria, où il était professeur de français. Ensuite viendra l'agonie et la mort de la Seconde République espagnole, et pour laquelle aux côtés de laquelle il a combattu de toute la force de sa plume, puisqu'il n'était pas, son état de santé ne lui permettait pas de combattre physiquement, mais avec sa plume et son style et son intelligence, il a combattu à sa manière. Et il meurt pratiquement en même temps que cette République, très peu de temps après avoir passé la frontière française. Et cette traversée se fait sous les bombes aériennes franquistes. Donc Machado était formé à l'école laïque, humaniste, progressiste de la Institución Libre de Enseñanza. Et fort de cette idéologie laïque et humaniste, il appuie le démarrage de la République, l'arrivée au pouvoir de la coalition de Front Populaire, ensuite en 1936, donc la République en 1931, Front Populaire en 1936, après un épisode de République de droite en 1934. En 1936, donc à droite, l'opposition se radicalise. Je n'accepte pas du tout cette victoire électorale du Front Populaire. Et la Phalange, ce parti fasciste espagnol, voit ses rangs grossir et voit ses membres commettre des assassinats de dirigeants politiques, de dirigeants syndicaux, ce qui provoque à son tour la radicalisation de la gauche, parfois violente. Donc il y a cette violence qui se renforce, l'une renforce l'autre, et ça donne l'éclatement de... Ça sert de prétexte en tout cas à la tentative de coup d'État qui rate et qui se transforme en guerre. Alors Machado est à ce moment-là amoureux d'une femme mariée qui a des opinions de droite et qu'il appelle dans ses poèmes Guiomar. Donc ça le chagrine un peu, c'est un peu compliqué pour lui. Il continue, malgré cet amour pour cette Guiomar, il continue à signer des manifestes antifascistes où on voit son nom associé à ceux de García Lorca, à ceux de Rafael Alberti, dans toute une série de manifestes pour défendre la République et pour dénoncer les crimes et l'illégitimité des généraux factieux.
Lorsque le soulèvement militaire commence, le 18 juillet 1936, Antonio est à Madrid. Mais son frère Manuel, qui est un poète aussi, avec qui il a collaboré en écrivant des œuvres de théâtre notamment, donc Manuel est à Burgos, Burgos qui est tenu par les franquistes. Et Manuel, malheureusement, va devenir un des piliers littéraires du franquisme. Donc on peut imaginer ce que va dû ressentir Antonio en voyant son frère passer à l'ennemi. Antonio va engager sa prose et sa poésie dans la défense de la République contre le fascisme. Et 30 ans auparavant, déjà dans son fameux portrait, un retrato, un des poèmes les plus fameux de Antonio Machado, il a employé le mot capitaine pour parler de lui-même et de son ambition en tout cas. Et il va répéter ce mot à plusieurs reprises dans sa poésie de guerre. Je vous lis un extrait, je vous lis une strophe de ce retrato, ce portrait. Soy clásico o romántico, no sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Alors quand je ne dis pas qui traduit, c'est moi qui traduis, sinon je vous dirai qui sont les traducteurs. Suis-je classique ou romantique? Je ne sais. Je voudrais laisser mes vers comme le capitaine laisse son épée, fameuse par la main virile qui la brandit, et non pas appréciée pour l'art savant du forgeron. Dans ses écrits de 36 à 39, il va répéter ce mot capitaine. La verdad es que todos estos milicianos parecen capitanes, tanto es el noble señorío de sus rostros. Vraiment, ces miliciens semblent des capitaines, tant est grande la noble autorité de leur visage. Pour Machado, le Cid, qui est l'archétype du capitaine authentique, c'est pas le Cid de Corneille, c'est pas le jeune, hein, c'est le guerrier qui a conquis Valence, qui a apporté Valence à la couronne de Castille, ça. Donc pour lui, le Cid ressuscite en quelque sorte dans les héros qu'engendre le peuple, comme Enrique Lister, pour qui il compose un sonnet. Enrique Lister, qui est un commandant communiste d'un régiment républicain. Le poème s'appelle Alister, jefe en los ejércitos del Ebro. Je vous lis juste une strophe ou deux. Je suppose qu'une partie d'entre vous comprend l'espagnol et une partie ne le comprend pas. Je ne veux pas abuser non plus de l'espagnol. Par contre, je pense que c'est bien pour ceux qui le comprennent et même pour les autres d'entendre un peu la sonorité d'origine et le rythme d'origine. Tu carta, oh noble corazón en vela, español indomable, puño fuerte. Tu carta, heroico Lister, me consuela de esta que pesa en mi carne de muerte. Fragores en tu carta me han ligado de luchas santas sobre el campo ibero. También mi corazón ha despertado entre olores de pólvora y romero, etc. Je vous traduis. Alister, chef des armées de l'Èbre. C'est la grande bataille de l'Èbre où la République a pensé pouvoir reprendre l'offensive et puis finalement est obligée de reculer. Si la France et l'Angleterre avaient envoyé autant de matériel que l'Allemagne et l'Italie, je pense qu'ils auraient gagné sans aucun problème. Bon, donc Alister, chef des armées de l'Èbre. Ta lettre, donc Lister lui a écrit, hein, ta lettre, ô noble cœur qui veille, espagnol indomptable, point solide, ta lettre, héroïque Lister, me console de cette chair de mort qui pèse sur moi. Dans ta lettre, parviennent jusqu'à moi des fracas de lutte sainte sur la campagne ibère. Mon cœur aussi s'est éveillé dans les odeurs de poudre et de romarin. Là où la conque marine annonce que l'Èbre arrive, et sur les rochers froids d'où jaillit ce paraphe espagnol, depuis les monts jusqu'à la mer, cette parole mienne, si ma plume valait ton pistolet de capitaine, je mourrais content. Il y a des gens qui ont critiqué ce vers en disant oui, il se prend pour un soldat. Pas du tout. Il explique qu'il voudrait avoir autant de force dans sa poésie que Lister en a militairement.
Le 8 septembre 1936, la presse madrilène confirme la nouvelle de l'assassinat de García Lorca, de l'exécution de Federico par les fascistes de Grenade. Machado, comme beaucoup d'autres, est profondément affecté et indigné. Il écrit une élégie qui est devenue très célèbre également. Et cette élégie est diffusée partout, y compris en France et ailleurs, et donc elle va contribuer au discrédit, elle va diffuser la mort scandaleuse de García Lorca, elle va contribuer au discrédit de l'Espagne franquiste. El crimen fue en Granada. C'est un poème en 3 parties. El crimen, ensuite El poeta y la muerte, où il y a un dialogue entre le poète et la mort, et ensuite il s'adresse aux amis. Je vous lis en espagnol au moins la première partie. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios se salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Etc. Le crime a eu lieu à Grenade. Le crime. On le vit avançant au milieu des fusils par une longue rue, sortir dans la campagne froide, sous les étoiles, au point du jour. Ils ont tué Federico. Quand la lumière apparaissait, le peloton de ses bourreaux n'osa le regarder en face. Ils avaient tous fermé les yeux. Ils prient. Dieu lui-même n'y peut rien. Et mort tomba Federico. Du sang au front, du plomb dans les entrailles. Apprenez que le crime a eu lieu à Grenade. Pauvre Grenade, sa Grenade. Le poète et la mort. On le vit s'avancer seul avec elle, sans craindre sa faux. Le soleil déjà, de tour en tour, les marteaux sur l'enclume des forges. Federico parlait, il courtisait sa mort. Elle écoutait. Puisque hier, ma compagne, résonnaient dans mes vers les coups de tes mains desséchées, qu'à mon chant tu donnas ton froid de glace, et à ma tragédie le fil de ta faucille d'argent, je chanterai la chair que tu n'as pas, les yeux qui te manquent, les cheveux que le vent agitait, les lèvres rouges que l'on baisait. Aujourd'hui, comme hier, ô gitane, ma mort, que je suis bien seul avec toi, dans l'air de Grenade, ma Grenade. On le vit s'avancer. Élevez, mes amis, dans l'Alhambra, de pierre et de songe, un tombeau au poète, sur une fontaine où l'eau gémira et dira éternellement, le crime a eu lieu à Grenade, sa Grenade. Machado adhère à l'Alliance des intellectuels antifascistes, l'AIA, qui est créée à Madrid, qui ensuite se transporte à Valence, puisque vous savez, Madrid est assiégé, donc on transporte le gouvernement à Valence. Les orateurs de cette alliance, et parmi eux Machado, ont des paroles très dures contre la France et la Grande-Bretagne, qui, au nom d'une hypocrite non-ingérence, laissent le champ libre à l'Allemagne et à l'Italie pour intervenir en Espagne aux côtés de Franco. L'ennemi est aux portes de Madrid, et Madrid va présenter une résistance héroïque. La consigne, bien connue, c'est « no pasarán ». Malheureusement, ils ont fini par passer, mais pendant très longtemps, il y a eu cette résistance. Et cet exploit de résistance inattendue des Madrilènes sera immortalisé par Machado dans 4 vers, ces 4 vers que je vais vous lire. Madrid, Madrid, que bien tu nombre suena, rompe olas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Là, il reprend la même image
plomo en las entrañas, du plomb dans les entrailles, qu'il a employé pour García Lorca. Madrid, Madrid, comme ton nom résonne, brise l'âme de toutes les Espagnes. La terre se déchire, le ciel tonne. Toi, tu souris avec du plomb dans les entrailles. Les communistes du Quinto Regimiento, le 5e régiment, veulent sauver la culture vivante de l'Espagne. Et donc ils invitent les artistes à évacuer Madrid pour se replier sur Valence. Machado au départ refuse. Dans un premier temps, il veut mourir avec les madrilènes, mais il finit par céder aux instances de deux poètes, Rafael Alberti et León Felipe. Et donc il se retrouve à Valence fin novembre. Il est évacué à Valence fin novembre 1936. Et bientôt on l'installe, déjà malade et prématurément vieilli, dans un village du voisinage de Valence qui s'appelle Rocafort. En janvier 1937 paraît le premier numéro de Hora de España, qui est une revue assez belle, assez forte, où on retrouve à côté de Machado des poètes comme León Felipe, comme Rafael Alberti, Juan Gil Albert, dont je dirai un mot, Miguel Hernández. Et depuis Rocafort, il écrit une série de sonnets sur la guerre. Machado écrit une série de sonnets sur la guerre. Je vais vous lire le sonnet 4 qui s'appelle La muerte del niño herido. Je vous lis une strophe en espagnol et puis je vous donne la traduction. Donc la muerte del niño herido, c'est-à-dire la mort de l'enfant blessé. Otra vez en la noche. Es el martillo de las fiebres en las sienes bien vendadas del niño. Madre, el pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío, y la manita oprime la madre junto al lecho. Oh, flor de fuego, ¿quién ha de helarte? Flor de sangre, dime. Hay en la pobre alcoba olor de despliego, etc. Donc la mort de l'enfant blessé. La nuit, à nouveau, c'est le marteau des fièvres aux tempes bien bandées de l'enfant. Maman, l'oiseau jaune, les papillons noirs et mauves. Dors, mon petit. Et la mère serre la petite main contre le lit. Ô fleur de feu, qui te glacera, fleur de sang, dis-moi. Il y a dans la pauvre chambre une odeur de lavande. Dehors, la lune gironde qui blanchit la coupole et la tour de la ville sombre. Un avion invisible bourdonne. Tu dors, ô douce fleur de mon sang? La vitre du balcon tambourine. Ô froide, 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 froide. En octobre 1937, le gouvernement quitte Valence pour Barcelone. La pression se fait plus forte. Machado se résout à quitter Rocafort en avril 1938 avec sa mère et la famille de son frère, le peintre José Machado. On les installe d'abord à l'hôtel Majestic sur le Paseo de Gracia à Barcelone, puis ensuite à la Torre Castañer, qui est une vieille résidence un peu décatie qui a été confisquée à une marquise par la République. En janvier 1939, l'aviation italo-allemande bombarde constamment Barcelone. Les autorités républicaines insistent pour que Machado soit évacué vers la France. Il se fait plier comme d'habitude. Il est obligé de partir. En route pour l'exil, dans un village de la province de Gérone, Machado apprend la chute de Barcelone. Il est malade, désespéré. Et au milieu du flot des exilés, il en vient à souhaiter la mort. Trouver la mort et le repos sous une bombe ennemie, il est désespéré. La frontière de Portbou est embouteillée. Et Machado et sa mère font les derniers mètres à pied sous la pluie. Informés de la qualité de Machado, les gendarmes français les traitent bien mieux que les autres exilés qui sont conduits dans des camps d'internement. Machado, lui, non, échappe à ça quand même. Et donc c'est à Collioure que Machado terminera sa vie, accueilli dans l'hôtel Buñol Quintana,
Et parfois, donc j'ai dit qu'il était désespéré, puis d'autres fois, l'espoir revient. On voit dans des textes, des écrits, des déclarations, on voit que parfois il espère pouvoir continuer et même vivre de son écriture en France ou en URSS. Mais au fond, il se sait condamné et il remet à Son Altesse une petite boîte avec laquelle il veut être enterré. C'est une petite boîte qu'il a suivie partout et qui contient de la terre d'Espagne. Il a pris froid à Cerbère, il a une congestion et il meurt le 22 février 1939. Son frère José trouve dans sa poche quelques vers de Ser ou no ser, c'est l'être ou ne pas être du monologue de Hamlet. Il trouve quelques vers à Guiomard, son dernier amour impossible, marié et franquiste en plus. Et il trouve un alexandrin, on a beaucoup parlé, c'est un bel alexandrin, qui dit Estos días azules y este sol de la infancia, ces jours bleus, ce soleil de l'enfance. Donc il se souvient encore de son enfance à Séville. Sa mère, qui était déjà dans un semi-coma, meurt 3 jours plus tard, 3 jours après lui. Et tous deux sont donc enterrés dans le petit cimetière de Collioure. Une boîte aux lettres sur la tombe reçoit toujours les poèmes et les mots affectueux des admirateurs de Antonio Machado. Moi, j'ai mis ma petite lettre dans la boîte aux lettres. Beaucoup. Voilà pour Machado. Maintenant, je vais vous parler un peu de Miguel Hernández. Je vois l'avenir de la poésie de Machado et des autres poètes, qu'elle dure toujours. Alors Miguel Hernández, il est un peu plus jeune, nettement plus jeune que Machado. Il est né en 1910. Il meurt en 1942 dans les prisons de Franco. Donc c'est un destin tragique. Il meurt à 31 ans. C'est quelqu'un qui est vraiment du peuple. Les autres poètes de cette génération de Lorca sont en général des gens qui viennent de la bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie. Miguel Hernández est un chevrier. Il gagne sa vie en gardant les chèvres de son père dans le village de Orihuela, dans la province d'Alicante. Et puis il s'intéresse beaucoup à l'écriture. Il y a un petit cercle de poètes, d'écrivains à Orihuela, et puis ensuite il gagne Madrid. Son premier livre s'appelle Perito en Lunas, expert en lune. Et c'est un premier livre qui est influencé par la poésie compliquée et fastueuse de Góngora, ce poète du XVIe siècle, le grand poète culturaliste du siècle d'or, qui est célébré à un moment, donc, pour le 3e centenaire, tous les poètes de l'époque célèbrent et imitent Góngora. Donc c'est une poésie assez compliquée, très brillante, mais pas très accessible le public simple. Donc il suit la génération de Lorca, même s'il est plus jeune que la génération de Lorca, il a la même évolution. C'est-à-dire qu'il y a cette période gongorine, il y a l'influence du surréalisme après, et puis à partir de la République, tous ces poètes-là changent complètement de style, ils prennent un style simple pour s'adresser au peuple. Et lui, il fait pareil, il suit la même évolution. Un autre livre, El rayo que no cesa, l'éclair qui ne cesse pas. Et dans ce livre, il chante son désir et son amour pour celle qui sera sa femme, Josefina Manresa, en des vers où éclate la virilité rurale, la virilité dionysiaque et rurale, des vers très, très forts, très virils, avec comme symbole cette force, le taureau, qui symbolise la force érotique et qui symbolise aussi la mort. El toro sabe el fin de la corrida, donde prueba su chorro repentino, que el sabor de la muerte es el de un vino que el equilibrio impide de la vida. Respira corazones por la herida desde un gigante corazón vecino, y su vasto poder de piedra y pino cesa debilitado en la caída, etc. Je vous traduis. Le taureau, donc c'est extrait donc, de ce rayo que no cesa. Le taureau sait la fin de la corrida, où il goûte son jaillissement soudain,
car la saveur de la mort est celle d'un vin qui bouscule l'équilibre de la vie. Il respire des cœurs par la blessure, depuis un cœur géant voisin, et son vaste pouvoir de pierre et de pain prend fin, affaibli dans la chute. Et tu es comme le taureau, toi, mon sang cornu, et le calice quotidien de la mort, forgé d'un acier trouble, verse sur ma langue un goût d'épée, dilué dans un vin épais et fort, depuis mon cœur où je me meurs. La mort, il la chante aussi dans son élégie à Ramón Sige, qui était son ami, son mentor en littérature, qui est mort prématurément en 1936. Dans un long poème qui s'appelle Vecino de la muerte, voisin de la mort, il souhaite que le corps de son ami nourrisse la terre, nourrisse les végétaux, nourrisse la vigne. C'est quelqu'un de très ancré dans la terre, dans le terroir, dans la réalité concrète du sol. Mi cuerpo pide el hoyo que promete la tierra, el hoyo desde el cual daré mis privilegios de león y nitrato a todas las raíces que me tienden sus trenzas. Mon corps demande le trou que promet la terre, le trou depuis lequel je donnerai mes privilèges de lion et de nitrate à toutes les racines qui me tendent leurs tresses. Arrive 1936 et la violence fratricide de la guerre qui lui dicte les poèmes de Viento del Pueblo, le vent du peuple, un ouvrage de 1937. À peine écrit, les vers virils et spontanés sont récités à l'arrière-garde ou directement dans les tranchées des soldats républicains. Miguel lui-même ou ses amis vont dire les poèmes pour encourager les miliciens et les soldats. Ces poèmes disent l'authenticité de la guerre vécue de près, la menace constante de la mort. Et je vous propose les deux dernières strophes d'un poème fameux, peut-être son poème le plus connu, qui est Vientos del Pueblo me llevan, les vents du peuple m'emportent. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Voilà la traduction qu'en donne Juan Luis Guereña. Si je meurs, que je meure la tête haute, mort et 1000 fois mort, la bouche contre le chien-dent, mort avec les dents serrées et le menton provoquant. J'attends la mort en chantant. Il y a des rossignols qui chantent sur les fusils en pleine bataille. La canción del esposo soldado, chanson de l'époux soldat. C'est un poème qui chante l'amour du soldat qui féconde son aimé et qui se bat et meurt pour que son enfant futur connaisse la paix. Il féconde son aimé, il va se battre, il sait qu'il va mourir et il compte sur l'enfant pour continuer pour réaliser la vie pour laquelle il meurt. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Miroir de ma chair, soutien de mes ailes, je te donne vie dans la mort qu'on me donne et que je refuse. Femme, femme, je t'aime cerné par les balles, désiré ardemment par le plomb. Sur les cercueils féroces aux aguets, sur les morts même irrémédiables et sans sépulture, je t'aime. Je voudrais t'embrasser de toute ma poitrine, jusque dans la poussière, épouse. Miguel Hernández associe son propre sort à celui des soldats et des miliciens républicains tombés au front dans le poème Sentado sobre los muertos, assis sur les morts. Voici la première et la dernière strophe. Je vous lis la première en espagnol et je vous lis les traductions. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses,
beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Assis sur les morts qui se sont tus en 2 mois, j'embrasse des souliers vides et j'empoigne rageusement la main du cœur et l'âme qui le maintient. Je suis ici pour vivre tant que mon âme résonne, et je suis ici pour mourir lorsque mon heure viendra dans les sources du peuple dès maintenant et depuis toujours. La vie, c'est plusieurs gorgées, et une seule gorgée, la mort. Miguel Hernández écrit une elegía primera a Federico García Lorca, poeta. Quelques extraits de son élégie à la mort de García Lorca. Entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno, Federico García. Hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día, que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, une de plus, tanto fuiste, ya no eres. Tu agitada alegría que agitaba columnas y alfileres. De tus dientes arrancas y sacudes y ya te pones triste. Y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Parmi tous les morts d'élégie, sans oublier l'écho d'aucun autre, parce qu'il a résonné davantage dans mon âme, la main de mes larmes en choisit un, Federico García. C'est ainsi qu'on l'appela jusqu'à hier. Il s'appelle Poussière. Hier, il eut un espace sous le jour que lui donne aujourd'hui la fosse sous le chien-dent. Il était tellement. Tu étais tellement et tu n'es plus. Ta joie mobile qui agitait colonnes et épingles, avec tes dents tu l'arraches et la secoues et tu deviens triste et tu n'aimes plus que le paradis des cercueils. Vêtu de squelette, sous ton sommeil de plomb, armé d'indifférence et de respect, je t'aperçois entre tes sourcils si je me penche. Il a emporté ta vie de colombe qui saignait d'écume et de roucoulement le ciel et les fenêtres, comme un torrent de plumes, le vent qui emporte les semaines. Cousin des pommes, la vermoulure ne viendra pas à bout de ta sève, elle ne viendra pas à bout de ta mort la langue du ver, et pour donner une santé farouche à son fruit, le pommier choisira tes os. Je saute quelques strophes. Comme si je cheminais avec ton ombre, je chemine avec la mienne, par une terre tapissée de silence que le cyprès désire plus sombre. Ton agonie enveloppe ma gorge comme un fer de potence et je goûte une boisson funéraire. Tu sais, Federico García Lorca, que je suis de ceux qui jouissent d'une mort quotidienne. Plus la guerre avance, et plus l'ardeur guerrière cède devant la douleur et l'angoisse. C'est ce qu'expriment les poèmes du recueil suivant, et l'hombre acecha, l'homme à l'affût, l'homme aux aguets, un livre de 1939. Une strophe du poème 18 de julio 1936, 18 de julio 1938. 18 juillet 36, 18 juillet 38, donc il fait le bilan, donc 2 ans de guerre. Et là, ça devient beaucoup moins enthousiaste, beaucoup plus angoissé, quoi, parce qu'il sent la défaite qui est de plus en plus possible. Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Son 2 años de sangre, son 2 inundaciones, sangre de acción solar, devoradora, vienes hasta dejar sin nadie y ahogados los balcones. C'est le sang, non la grêle qui frappe mes tempes. Ce sont 2 années de sang. Ce sont 2 inondations. Sang d'action solaire, tu viens et tu dévores
jusqu'à laisser 100 personnes et noyer les balcons. Un autre poème évoque les passagers tragiques du train des blessés, El tren de los heridos, le titre du poème, le train des blessés. Le poème Carta, lettre, évoque les missives d'amour dont les destinataires sont tombés au combat. Une femme envoie une lettre à son amoureux ou à son mari, mais il est mort. La lettre est là, elle attend, elle est dans le vide. Ayer se quedó una carta, abandonada y sin dueño, volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo. Cartas que se quedan vivas, hablando para los muertos. Papel anhelando, humano, sin ojos que puedan verlo. Hier, une lettre est restée abandonnée et sans maître, volant au-dessus des yeux de quelqu'un qui perdit son corps. Lettre qui demeure vivante et qui parle pour les morts. Papier désirant, humain, sans yeux qui puissent le voir. Un autre poème chante les prisons du corps qui ne peuvent enchaîner l'âme, ni qui ne peuvent pas enchaîner non plus les cris de liberté du peuple. Un autre poème donne la parole à un blessé héroïque et généreux. Donc, sur les prisons, c'est Las Cárceles, les prisons. Et le poème dont je vous parle, El Herido, un poème très intéressant aussi, mais je ne peux pas tous les citer. Donc je passe. Le premier fils de Miguel Hernández naît en 1937. Et il meurt en 1938, malheureusement. Son premier fils meurt assez rapidement. Et ça lui inspire le ton tragique des premiers poèmes qui seront regroupés plus tard sous le titre Cancionero y Romancero de Ausencias, série de poèmes qui ont été édités à titre posthume, certains qu'il a écrits avant la prison et d'autres en prison. À la fin de la guerre, en 1939, Miguel Hernández tente de fuir au Portugal, mais il est arrêté. Il sera condamné à mort et sa peine va être commuée en 30 années de prison. Il va passer de prison en prison et va finir par mourir de tuberculose en prison en 1942 à l'âge de 31 ans, comme je l'ai dit. Et en prison, il écrit des poèmes sur ce qu'il trouve, les papiers qu'il peut trouver, et notamment des poèmes pour sa femme et pour son fils, qui vivent dans la misère, naturellement, entourés de la haine des franquistes, qui survivent misérablement. Donc il y a les fameuses nanas de la cebolla, les berceuses de l'oignon, parce que l'enfant n'a que des oignons à manger, et rien d'autre. Donc voici les deux dernières strophes d'un poème intitulé Antes del odio, avant la haine. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy, alto, alegre, libre, libre, solo por amor. Parce que dans la triste guirlande du chaînon, de la saveur de geôlier permanent et de poteaux d'exécution, et de précipices aux aguets, ô joyeux, libre je suis. Ô joyeux, libre, libre, rien que par amour. Non, il n'y a pas de prison pour l'homme. Ils ne pourront m'attacher, non. Ce monde de chaînes, mais petit et extérieur, qui enferme un sourire? Qui emmuraille une voix? Au loin, toi, qui ressens dans tes bras ma prison, dans tes bras où palpite la liberté de nous deux. Je suis libre, sans moi libre, rien que par amour. Donc à 31 ans et 7 mois, mourut ce jeune poète ardent dans les prisons de Franco. Federico García Lorca mourut assassiné à l'âge de 38 ans, 31 pour l'un, 38 pour l'autre. Les assassins ignobles ont privé de la vie deux poètes, ils ont privé de la vie des milliers d'autres personnes, naturellement, malheureusement. Mais ils ont assassiné aussi les œuvres extraordinaires dont nous sommes privés, parce que ces jeunes poètes avaient sans doute devant eux toute une production magnifique dont nous ne connaîtrons jamais.
Voilà pour Miguel Hernández. Je vais vous dire un mot de Rafael Alberti. Donc de 39 à 42, ça lui fait 3 ans. 3 ans et des poussières. Rafael Alberti est né en 1902, il est mort en 1999. Il a failli être centenaire, pas du tout là. Il a eu le temps de produire toute l'œuvre qu'il voulait produire. Rafael Alberti adhère au Parti communiste en 1932. Après la victoire de Franco, il passe en France, puis il s'exile en Argentine, jusqu'en 1962. Il écrit pas mal de choses en Argentine. Ensuite, il s'installe à Rome. Et enfin, il rentre en Espagne en 1977, donc 2 ans après la mort du dictateur. Et à ce moment-là, il est élu député communiste de Cadix. Mais le travail de député, c'est pas vraiment son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est écrire. Donc, très vite, il cède la place à un camarade qui était 2e sur la liste, qui devait être un ouvrier. Et il se remet à cultiver la littérature qui est sa façon de vivre et de combattre. Dans ses premiers livres, ce qui prévaut, c'est le thème amoureux et aussi la nostalgie de Cadix, c'est-à-dire de sa terre de Cadix et surtout de la mer de Cadix. C'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle Marinero en Tierra, marin sur la terre, parce qu'il est à Madrid, il est loin de la mer, il a la nostalgie de la mer, donc il écrit sur la mer, mais de loin, comme un pauvre marin exilé au milieu du continent. Le livre Sobre Los Ángeles, sur les anges, 1929, marque un tournant où le surréalisme se combine avec l'absurde et avec l'angoisse vitale. Donc il y a toute une série d'anges, et ces anges sont des symboles assez angoissés ou angoissants souvent. Donc des anges qui représentent souvent le désespoir ou la mort. Voici comment se termine le poème introductif qui s'appelle Paraíso Perdido, Paradis perdu, qui donne le ton déjà de l'ouvrage. Ángel muerto, despierta, ¿dónde estás? Ilumina con tu rayo el retorno. Silencio, más silencio. Inmóviles los pulsos del sinfín de la noche. Paraíso perdido, perdido por buscarte, yo sin luz para siempre. Ange mort, éveille-toi, où es-tu? Illumine par ton éclair le retour. Silence. Silence plus encore. Immobile le pouls de l'infini nocturne. Paradis perdu. Perdu pour t'avoir cherché, moi, sans lumière, pour toujours. Il n'est pas très optimiste. À partir de 1931, l'engagement politique, ça va lui donner un petit peu ça va le réveiller de sa dépression. Alberti commence une nouvelle étape en 1931 avec la proclamation de la République, une étape de poésie marquée par un caractère social et politique. Ce sont des titres comme De un momento a otro, d'un moment à un autre, 1937, El poeta en la calle, le poète dans la rue, donc vous voyez le poète qui s'intéresse aux gens de la rue, 1938. Entre el clavel et la espada, 1941, donc là c'est déjà à l'exil, donc entre l'œillet et l'épée. L'œillet c'est la poésie, l'épée c'est la lutte, voilà, il y a entre les deux. Donc dans cette période-là, de la République et la guerre, c'est une poésie et un théâtre, il écrit pas mal de pièces de théâtre assez engagées également. Donc c'est une œuvre moins préoccupée par la qualité esthétique, on lui a reproché de faire des pamphlets, de faire des choses pas du tout stylées, plus préoccupée par le côté discours politique, voilà, et dénonciation, moquerie, y compris grossière, des fois, caricature grossière des généraux factieux, etc. Le poème Galopé, je pense que beaucoup le connaissent parce qu'il était chanté par le chanteur par Paco Ibáñez, La Galopa, La Galopa. Ce poème fait partie d'un ensemble intitulé Capitale de la gloire. Capitale de la gloire, c'est Madrid qui résiste au siège franquiste. Galopé. Je ne veux pas vous le chanter, mais je vais vous en lire un morceau. Las tierras de España, las grandes, las solas desiertas llanuras, galopa,
caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, etc. Traduction de Claude Lévis-Manot dans l'anthologie bilingue de la poésie espagnole qui est publiée par Gallimard. Vous avez pas mal de choses, c'est un gros volume assez intéressant, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Les terres d'Espagne, les grandes, les solitaires, désertes, plaines, galope, cheval balzan, cavalier du peuple, au soleil et à la lune, au galop, jusqu'à les enterrer dans la mer. Comme un cœur sonne, résonne les terres d'Espagne dans les sabots, galope, cavalier du peuple, cheval balzan, cheval d'écume, au galop, jusqu'à les enterrer dans la mer. Personne, car en face il n'y a personne, car la mort n'est personne si elle va sur ta monture. Galope, cheval balzan, cavalier du peuple, car la terre est tienne, au galop, jusqu'à les enterrer dans la mer. Maintenant, je vais vous lire un extrait d'un poème que Alberti publie dans la presse en septembre 1937 pour demander aux brigades internationales de ne pas s'en aller. C'est le moment où il est question de retirer les brigades internationales qui ont combattu aux côtés des républicains. Donc des volontaires venus du monde entier pour soutenir militairement la République espagnole. Ils sont présents depuis 1 an, mais le comité de non-intervention franco-britannique fait pression pour que ces brigades quittent l'Espagne. Par contre, il n'y a pas du tout de pression allemande ou italienne pour retirer leurs propres troupes. Donc le poème s'appelle A las Brigadas Internacionales. Venís desde muy lejos, mas esta lejanía, ¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras? La necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. De este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas si al mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimos, y hablando, habéis venido, etc. Aux brigades internationales, vous venez de très loin, mais cette distance, qu'est-elle pour votre sang qui chante sans frontières? La mort nécessaire vous nomme chaque jour, peu importe en quelle ville, en quelle campagne ou route, de ce pays, de l'autre, du grand, du petit, de celui qui laisse à peine sur la carte une couleur pâle, avec les mêmes racines tenues par un même rêve, simplement anonyme et plein de paroles, vous êtes venus. Vous ne connaissez même pas la couleur des murs qui emmuraillent votre engagement infranchissable. La terre qui vous enterre, vous la défendez, plein d'assurance, à la lutte avec la mort habillée pour la bataille. Restez. C'est ce que veulent les arbres, les fleurs, les toutes petites particules de la lumière qui réaniment un sentiment unique secoué par la mer. Frères, Madrid par votre nom s'agrandit et s'éclaire. En exil, Alberti continue à écrire de la poésie de thématiques variées, souvent nostalgiques. C'est souvent la nostalgie qui... C'est plus vraiment le combat, c'est la nostalgie, le regret, la perte. Et à son retour en Espagne en 1977, comme je l'ai dit, il est élu député, il renonce, etc. Pour une vie littéraire, toujours engagée, toujours solidaire. Voilà, Alberti. Je vois la santé de la poésie d'Alberti. Juan Gil Albert, vous le connaissez peut-être moins celui-là. Juan Gil Albert, il est né en 1904. Donc Juan c'est son prénom et Gil-Albert c'est son nom. C'est un Valencien, enfin d'Alicante. Alcoy exactement. Il a vécu assez longtemps puisqu'il est né en 1904 et il meurt en 1994. Donc ça lui fait 90 ans juste. Donc il est né à Alcoy, province d'Alicante, et il meurt à Valence. Il publie d'abord de la poésie amoureuse, et ensuite il aborde la thématique politique en 1936, avec un ouvrage qui s'appelle Candente Horror, brûlante horreur. C'est un ensemble de poèmes qui dénoncent le nazisme essentiellement. En 1937, il publie Siete romances de guerra,
7 romancés de guerre. Alors, le romancé, c'est pas comme la romance, le romancé espagnol, c'est une forme poétique très précise qui est utilisée de tout temps, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Ce sont des vers de 8 syllabes qui sont assonancés, c'est-à-dire il y a une répétition des voyelles seulement par les consonnes, tous les vers pairs, le vers 2, le vers 4, le vers 6. Dans une série de vers, on va avoir les mêmes deux, les mêmes voyelles sonores, les mêmes voyelles accentuées, puis la voyelle non accentuée qui suit, s'il y en a une, qui se répète, puis de temps en temps on change d'assonance. Donc c'est ça le romancé. Donc il écrit 7 romancés de guerre. Parmi ces 7, il y a 3 romancés de Juan Marco qui ont pour thème la mort d'un jeune étudiant communiste tombé au front. Le premier de ces 3 poèmes décrit l'embuscade où Juan Marco succombe. Le deuxième raconte la contre-attaque des camarades qui vont récupérer le corps qui a été mutilé par l'ennemi et abandonné sur le terrain. Donc ils vont faire une contre-attaque et récupérer le corps. Et le troisième raconte le deuil de la mère qui approuve le sacrifice de son fils pour la patrie. Donc je vous donne la fin de ce troisième. Juan Marco Martín, escucha, tu madre sola y amarga ha venido hasta el partido cuando el hijo le faltaba, que quiere ser comunista, qué hermoso sangre de España. Vous voyez, la sonore, c'est les A, chaque vers pair. Por las milicias te busca, los compañeros de andanzas, verás lo que les ha dicho, muy fuertemente abrazada, etc. Écoute, Juan Marco Martín, ta mère, solitude amère, s'en est venue jusqu'au parti, pour voir le fils qui lui manquait, qui voulait être communiste. Quel magnifique sang d'Espagne! Dans les milices, elle te cherche, et tu verras ce qu'elle a dit à tes compagnons d'aventure, en les embrassant fortement. Ô vous, les amis de mon fils, bonne est sa mort dans la montagne, si cette mort doit vous servir pour racheter notre patrie. Déjà, les étudiants ont mis son nom sur son emplacement, un nom gravé en lettres d'or et toutes festonnées d'argent. Marco, un grand nombre d'entre eux ne veut pas dormir dans un lit. Ils veulent que leur chambre soit dans la tranchée, sous la menace. Voilà. Très, très militant. Juan Gil Albert continue à appuyer la cause républicaine avec la publication de Son nombres ignorados. Ce sont des noms ignorés, 1938. Donc dans ces poèmes sur ces gens ignorés, bon, il chante les morts anonymes, les noms ignorés, tous les gens qui tombent et on ignore le nom. Et y compris, ce qui est plus rare et plus frappant, il chante y compris ceux qui tombent dans le camp d'en face, comme des morts inutiles. Cette guerre fait des morts inutiles de partout, y compris chez... Et notamment, il fait un poème très frappant sur les jeunes Marocains, les morts. C'est Franco a embauché dans la colonie marocaine plein de moros pour faire la guerre. Donc il fait une élégie aux jeunes Marocains qui ont été enrôlés par les franquistes qui meurent devant Madrid, devant le siège de Madrid. Donc je vais vous lire un extrait du poème Lamentación, pas besoin de traduire, je pense, qui est sous-titré Pour les jeunes morts trompés, tombés devant Madrid. Ya sé que la barbarie y vuestra furia latiendo están su perro rencoroso, que colocáis alegres las cabezas goteantes de horror sobre cuchillos, que desgarráis la carne del contrario como una res que aplaca el apetito, y los míseros pueblos os miraron pasar como huracán que apaga el fuego, etc., etc. Je sais bien votre barbarie furieuse, sa pulsation en vous de chien haineux, que vous placez joyeusement les têtes ruisselantes d'horreur sur des couteaux, que vous déchirez la chair ennemie comme celle des bêtes à manger. Et les tristes villages vous ont vu passer comme un grand vent qui éteint tout. Je connais par des rumeurs qui approchent la forme de cet effroi déchaîné. Mais, ô garçons tombés, je vous défends. Oui, j'élève ma voix sur les dépouilles de votre sacrifice misérable. Oui, moi je veux consacrer un chant grave au souffle éteint de la vie que vous fûtes. À quoi réduit notre infâme pouvoir
la jeunesse légère de ses corps. Nous aurions pu être ceux qui éclairent le livre encore endormi sur leur front. Mais il ne nous reste plus que la honte, l'impassible défi de leur visage après la mort traîtresse qu'ils trouvèrent. Vous, écoutez, ennemis du désert, vous, juvénile bande d'assassins, devant les murs d'une ville héroïque, vous n'aurez pas ce paradis promis sous les palmiers dans les bras de l'aimé. Vous ne boirez pas le lait de Chamel dans l'éclat incarnat de l'horizon. Seule la mort commande et vous attend, suprême tromperie irrévocable. C'est assez particulier comme... Je crois que c'est le seul poète qui fait ce genre de... Juan Gil Albert est cofondateur à Valence de la revue dont je vous ai parlé, Hora de España. Parce que lui, il est de la région. Il est un peu à l'origine de ça avec d'autres. Et dans cette revue, comme je l'ai dit, s'expriment les écrivains qui, comme Antonio Machado, soutiennent la République. Après la guerre, Juan Gil Albert s'exile au Mexique et ensuite il revient à Valence en 1947. Il vivra dans une discrétion totale, il vivra une sorte d'exil intérieur, en continuant à écrire et à ne pas publier, jusqu'à la mort de Franco. Et ensuite, c'est un poète qui devient connu et à la mode à cause de la génération de Gil de Biedma, vous ne connaissez peut-être pas, mais les poètes des années 60-70 mettent à la mode Gil Albert. Voilà, pour lui, donc il meurt en 1994. Voilà. Alors, deux poètes latino-américains qui ont été impliqués aussi dans cette lutte poétique, en tout cas, sur la République. Pablo Neruda, d'abord, poète chilien, qui est né en 1904, comme Gil Albert finalement, et qui meurt en 1973, juste après la prise de pouvoir par Allende, le Franco local. Donc Neruda écrit des poèmes d'amour et de mélancolie au Chili, puis dans différents pays asiatiques, où il est nommé consul, très jeune, il est nommé consul dans plusieurs pays d'Asie, et là il écrit plutôt de la poésie amoureuse, poésie nostalgique, un peu néo-romantique parfois. En 1934, il est nommé consul à Barcelone, donc là ça va changer, puis à Madrid à partir de 1935. Donc là il est impliqué directement dans la vie, la vie de la République espagnole. Donc il va fréquenter les poètes de la génération de 27, qui va être très ami de Lorca, Alberti, Alexandre, Miguel Hernández et d'autres. Il fonde une revue à Madrid qui s'appelle Caballo Verde para la Poesía, cheval vert pour la poésie. Il adore la couleur verte, il écrit en vert. En vert, la couleur. Et dans cette revue, il défend la poésie impure, ce qu'il appelle la poésie impure, pour s'opposer aux abstractions de la poésie pure, les gens qui vendent la poésie pure pour les élites. Lui, c'est la poésie impure, avec les mots du peuple, pour le peuple, etc. Cette inflexion sociale de sa poésie est évidente dans son recueil Tercera Residencia, la troisième résidence, parce que ça suit les deux premiers volumes de l'ensemble qui s'appelle Residencia en la Tierra, résidence sur la terre, les deux premiers volumes écrits beaucoup en Asie, bon, un style plus nostalgique, comme je le disais. Par contre, Tercera Residencia subit le choc de la République et de la guerre. Et dans ce troisième volume, dans cette Tercera Residencia, il y a un ensemble qui s'appelle España en el corazón, l'Espagne au cœur. Groupe, une série de poèmes sous ce titre. Et dans ce España en el corazón, il manifeste son soutien à la République attaquée par le fascisme national et par le fascisme international. Cette Espagne au cœur est sous-titrée Hymne aux gloires du peuple en guerre, 1936-1937. Je vous donne la fin d'un poème qui est assez connu, un des plus connus, qui s'appelle Explico algunas cosas, j'explique quelque chose, un de ces poèmes les plus connus de cette série. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre, bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas,
Bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños y por la calle la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños, etc. Et un matin, tout flambait. Et un matin, les brasiers sortaient de terre, dévorant les êtres. Et dès lors, le feu, la poudre dès lors, et dès lors, le sang. Bandits avec avion et mort, bandits avec bagues et duchesses, bandits avec moines noirs qui bénissent, venaient depuis le ciel tuer des enfants. Et par les rues, le sang des enfants coulait simplement, comme du sang d'enfant. Chacal que le chacal repousserait, pierre que le chardon sec mordrait en crachant, vipère que les vipères haïraient. Face à vous, j'ai vu le sang de l'Espagne se lever pour vous noyer en une seule vague d'orgueil et de couteaux. Généraux, traîtres, regardez ma maison morte, regardez l'Espagne brisée. Mais de chaque maison morte sort un métal brûlant au lieu de fleurs. Mais de chaque creux d'Espagne sort l'Espagne. Mais de chaque enfant mort sort un fusil avec des yeux. Mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour l'emplacement de votre cœur. Vous demanderez pourquoi sa poésie ne nous parle pas du rêve, des feuilles, des grands volcans de son pays natal. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Dans une autre partie de la Tercera Residencia, Neruda écrit un chant à la mort et résurrection de Luis Companys. Companys fut président de la Généralité de Catalogne. Réfugié en France, il a été livré à Franco par la Gestapo et il a été exécuté en 1940. Je vous propose 2 strophes de ce poème sur chant à la mort et résurrection de Luis Companys. Tu alma tuvo el aceite virginal de la aldea y el áspero rocío de tu tierra dorada, y todas las raíces de Cataluña herida recibían la sangre del manantial de tu alma, las grutas estelares donde el mar combatido deshace sus azules bajo la espuma brava. Y el hombre y el olivo duermen en el perfume que dejó por la tierra tu sangre derramada, etc. Ton âme connut l'huile virginale du village et l'âpre rosée de ta terre dorée, et toutes les racines de la Catalogne blessée recevaient le sang de la source de ton âme, les grottes stellaires où la mer combattue défait son azur sous l'écume sauvage, et l'homme et l'olivier dorment dans le parfum qu'a laissé sur la terre ton sang répandu. Je saute des strophes. Guerrieros de toutes les régions, salut. Touchez le sang sous la terre aimée. C'est le même. Tombé sur les étendues pluvieuses du nord et sur le sud à l'écorce embrasée. Attaquez les mêmes ennemis amers. Levez un seul drapeau illuminé, uni par le sang du capitaine Companys, réuni dans la terre avec le sang de l'Espagne. Voilà pour le capitaine. Toujours l'image du capitaine qu'on a trouvé chez Machado. Et je vais terminer avec une petite évocation de Vallejo dans la guerre d'Espagne. Donc Vallejo, César Vallejo, un poète péruvien, qui est né en 1892 dans les montagnes du nord du Pérou, et qui est mort en 1938, donc il est mort à Paris en fait, il est enterré Père Lachaise, je crois. Il avait écrit Moriré en País où bien je mourrai à Paris un jour de pluie, c'est ce qui lui est arrivé. Son premier livre, qui a été publié au Pérou, il y a exactement 100 ans, enfin,
il est sorti, le temps que l'éditeur le sorte, c'était 1919. Et il est sorti normalement en 18, donc il a 100 ans. C'est ce livre que j'ai traduit là, qui est au fond, avec une étude sur ce livre. Et puis j'ai mis quelques poèmes, je traduis quelques poèmes de la deuxième partie de sa vie en Europe, et notamment de la partie où il parle de la guerre d'Espagne. Donc les héros noirs, Los Heraldos Negros, H-E-R-A-U-T-S, ceux qui annoncent les messagers du roi ou contre. Là, ce sont les héros noirs de la mort, toujours dans le thème de la mort. Donc les héros noirs se caractérisent par un ton tragique, érotique et religieux à la fois. Il aime bien utiliser les images religieuses pour parler de l'érotisme. Bon, il ne fait pas que ça, il y a aussi des poèmes sur la vie des Indiens. Lui-même est métis, et métis d'Indiens et de Blancs. Le deuxième recueil de sa période péruvienne, qui s'appelle Trilce, qui à un moment est traduisible, puisque c'est lui qui l'a inventé, 1921, c'est un livre très, très hermétique. Et là aussi, comme les poètes espagnols, quand il arrive en Espagne, et avec le contexte politico-social, il passe à une poésie simple. Donc, il arrive à Paris en 1923, et il ne rentrera jamais au Pérou. Donc il voyage en Espagne, en Russie, aussi, différents endroits. Dans sa période européenne, donc, il simplifie énormément son style. Et ça donne des poèmes qui vont être publiés à titre posthume, sous le titre Poèmes humains, Poemas Humanos, 1939, donc un an après sa mort, ces poèmes-là sont publiés. À partir de 1925, donc il n'est pas encore mort, je reviens là, il fréquente l'Espagne, donc à Paris en 23, en 25 il commence à faire des allers-retours, et il fréquente les poètes de la génération de 27, un peu comme Neruda. Quelqu'un de très angoissé, il résout en quelque sorte sa crise existentielle en adhérant au marxisme. Donc il avait toute une problématique religieuse, mal digérée, et en fait, sa nouvelle religion, c'est le marxisme. Voilà, donc ça lui résout pas mal de problèmes existentiels personnels. Voilà, il a un but. Voilà. Et quand éclate la guerre d'Espagne, il soutient la République, naturellement, pour un marxiste, donc ça tout ça. Et il publie les poèmes de España aparta de mí este cáliz. Enfin, il ne les publie pas, il les écrit, parce que là aussi ils seront publiés après sa mort en 1939. España aparta de mí este cáliz, Espagne écarte de moi ce calice, donc il reprend les dernières paroles du Christ, on voit toujours, le vocabulaire religieux est toujours là, donc il s'en sert souvent symboliquement pour parler d'autres choses, en général. Donc Espagne écarte de moi ce calice comme Jésus sur la croix. Ce chant pour la survie de l'Espagne est aussi un chant pour l'humanité entière, donc c'est plus large. Donc il meurt à Paris en 1938, comme je l'ai dit. Dans ma traduction, je publie 2 poèmes de cette série Espagne écarte de moi ce calice. Dans le premier que je traduis, qui s'appelle Pedro Rojas, ça évoque un milicien qui s'appelle Pedro Rojas, un milicien populaire. Le caractère populaire, il ressort notamment par des fautes d'orthographe dans le poème. Sur les gens qui ont un peu du mal avec l'orthographe en Espagne, souvent ils confondent le V et le B, puisque ça se prononce pareil. Donc, il met Vivan los compañeros, vive les camarades, mais Vivan, V-I-V-A-N, mais lui il met des B à la place. Donc il y a tout un jeu dans le poème avec des B, c'est pas évident de traduire. Donc ce Pedro Rojas, même après sa mort, se redresse pour tracer dans l'air comme il a l'habitude, il avait l'habitude d'écrire en l'air, vive les camarades, et même après sa mort, dit le poème, il ne peut pas s'empêcher de continuer à écrire vive les camarades, avec la même faute d'orthographe. Alors cette idée de résurrection qui est empruntée au passé, à la tradition religieuse dans tous les rites, il faut dire qu'apparemment ces 2 grands-pères étaient des curés, ces 2 grands-mères des bonnes indiennes des curés. Donc la religion était génétique. Ça se faisait beaucoup au Pérou à l'époque. Donc je vous lis l'autre poème où il y a cette idée de résurrection aussi, qui s'appelle Massa. C'est un des poèmes les plus connus de Vallejo. Massa. Alors comme j'arrive à la fin, je vais vous le lire entier, celui-là il n'est pas très long. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre, y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 2, y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay,
siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Mas, à la fin de la bataille, est mort le combattant, un homme vint vers lui et lui dit: ne meurs pas, je t'aime tant. Mais le cadavre, hélas, continua de mourir. Deux autres s'approchèrent de lui et répétèrent: ne nous laisse pas, courage, reviens à la vie. Mais le cadavre, hélas, continua à mourir. Vinrent à lui 20, 100, 1000, 500 000, s'écriant: tant d'amour et ne rien pouvoir contre la mort. Mais le cadavre, hélas, continua de mourir. Des millions d'individus l'entourèrent, avec une supplique commune: reste avec nous, frère. Mais le cadavre, hélas, continua de mourir. Alors tous les hommes de la terre l'entourèrent. Le cadavre, triste, ému, les vit, se redressa lentement, serra dans ses bras le premier homme et se mit à marcher. Vous voyez, dans ces deux poèmes, il utilise cette image religieuse de la résurrection pour communiquer un message d'espoir. En fait, c'est évident qu'il ne croit pas que les gens vont ressusciter. Il ne croit ni à la résurrection catholique, ni à la chrétienne, ni à la résurrection marxiste. Mais c'est le message d'espoir pour dire la vie va continuer, notre idéal va continuer. Et les autres poètes cités aussi laissent ce message d'espoir. Malgré la mort et la défaite, l'espoir demeure, la lutte ne s'éteint pas. L'humanité, malgré les reculs et malgré les horreurs, se relève toujours et tente de réaliser l'idéal de justice et de fraternité. C'est sur ces paroles positives que je veux vous consoler du titre « Le poète et la mort ». Voilà, je vous remercie de votre bienveillance.